Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des Chiro Talk. Donc l'idée c'est de vous présenter des chiropracteurs qui font le monde de la chiro aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un deuxième épisode et je vous présente Audrey Yargui, ex-présidente de l'Association française de chiropraxie. Tout à fait. Bonjour Audrey. Donc moi c'est Karine Chang, je suis chiropracteur et je tiens une chaîne sur TikTok. Alors Audrey, j'ai pas mal réfléchi aux questions que j'allais te poser et excuse-moi je commence par une question un peu bateau. Tu as fait 3 ans de présidence à l'AFC. Oui. Quelles sont les conclusions que tu en tires ? J'ai fait mes 3 ans de mandat de président. Ça finissait un cycle que j'ai commencé en tant qu'administratrice en 2010. Donc ça fait 13 ans de CA. 13 ans où j'ai appris de mes prédécesseurs aussi, la gestion de l'humain, les relations politiques aussi, qui sont très importantes pour nous actuellement. Et puis toujours une bonne convivialité entre les membres du CA. Où, parfois on n'est pas d'accord, un peu comme en AG, parfois ça clash. Mais ça finit toujours par repartir sur des bases saines. Ouais, sachant que l'objectif au final, c'est toujours la promotion de la chiropraxie, le développement de la chiropraxie en France. C'est ça. L'objectif, c'est qu'on soit de plus en plus connu, reconnu. Et c'est surtout garder à l'esprit que quand on est dans son mandat, on travaille pour l'amélioration de la pratique des générations futures. Ouais. Et alors, il y a pas mal d'opposition en chiropraxie. On a des chiropracteurs qui ne sont pas d'accord forcément avec la vision de la majorité. Est-ce qu'on se fait des ennemis quand on est présidente de l'asso ? Non, on ne se fait pas d'ennemis. Par contre, on est plutôt marqué au fer rouge, et même quand on est simple administrateur, puisque on reste des êtres humains. Donc, quand une personne s'exprime sur nos groupes Facebook ou autres, sans vouloir jeter de l'huile sur le feu, on est toujours estampillé membre du CA ou pire, président ou vice-président de la SOS. Donc, les gens ont des fois beaucoup de mal à discerner les propos de la fonction qui sont nécessaires et juste les propos d'un ou d'une collègue qui veut juste s'exprimer en tant que chiropracteur. Encore une fois, on reste des êtres humains. Alors du coup, tu dis qu'il y a eu des clashs. Quelles ont été les situations les plus compliquées à gérer ? La question des forfaits, la question de l'open space, la question des non-membres qui respectent rien ni personne, mais quand ils sont en galère, ils viennent frapper à la porte de l'AFC pour qu'on les aide sous prétexte qu'ils sont chiropracteurs. Sauf que pour moi personnellement et pour d'autres personnes, aussi bien des membres que des membres du CA ou des ex-membres du CA, c'est plus une excuse valable, ça. Alors la question des forfaits a été abordée et votée lors de la dernière Assemblée Générale. Et pour pas vous le cacher, je suis moi aussi membre du CA. On a été surpris. On a tous été surpris au CA, au bureau. Et c'est en bien ou en mal, peu importe, mais c'était vraiment l'impression d'une prise de conscience des gens qu'on arrive à un tournant et qu'à un moment donné, il va falloir prendre des décisions qui vont trancher. Au final, je crois que le vote a été pour à peu près 60%. C'est serré quand même. C'était assez serré, mais quand je dis trancher, c'est plus dans le fait que ça a tout de suite tendu vers une interdiction. Alors qu'en tant que membre du CA, évidemment, on réfléchit en macro, pas en micro. On sait qu'on est multiples dans l'association et qu'il faut laisser personne de côté. Et là, effectivement, nos propositions qui étaient plutôt... qui avaient vocation à donner un cadre pour toujours sécuriser la pratique ou une interdiction ferme. C'est écrit comme ça dans nos décrets, c'est comme ça en extérieur. Effectivement, la décision de l'Assemblée nous a surprises. Alors, elle rappelle, le vote, ça a été pour l'interdiction pure et simple des forfaits, de la pratique des forfaits. Et personnellement, j'ai voté contre. Pas parce que je pratique des forfaits, mais simplement parce que je considère que la profession n'était pas mûre, qu'il fallait amener des choses petit à petit. Oui, et aussi parce que je pensais que la pratique avec les forfaits pouvait être éthique d'une certaine manière. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abus. Il y a beaucoup d'abus, mais encore une fois, on avait proposé une solution qui est restée éthique et dans un cadre. Voilà, après, la majorité s'est exprimée, donc le CA... Même au CA, on était assez partagés. C'est des questions, ça a toujours été houleux, ces discussions. La communication, les forfaits, c'est l'essence même de comment on pratique chacun dans nos cabinets. Je pense que ça a été difficile à
à digérer pour certains membres parce que justement, ils l'ont pas vu venir. Je pense que c'est un vrai tournant. Un vrai tournant parce que jusque-là, en assemblée, sur des questions épineuses, la majorité s'exprimait toujours pour une solution médiane qui garantissait un cadre, mais qui laissait une flexibilité. Alors après, peut-être qu'il y a un ras-le-bol de certains membres, de voir toujours les mêmes poser les problèmes, voilà, d'avoir toujours les mêmes questions qui reviennent, les mêmes interrogations. Avec Élodie, on avait mis en place de faire un rapport annuel des litiges. Élodie Rousset, donc l'actuelle présidente. Et il s'avérait qu'on avait quand même beaucoup de questions de patients qui revenaient à Élodie justement sur le côté financier, en fait. Et alors toi, ça va pas te manquer justement? Ça fait 13 ans que tu étais au CA, ça faisait 13 ans et tu as du temps libre maintenant? J'ai du temps libre, oui, mais je l'ai déjà réinvesti. Donc, C'est vrai? C'est quoi tes projets sur lesquels tu travailles? j'ai des projets d'atelier pour bosser dans des environnements plus de santé, voire hospitaliers. J'ai la partie où je suis membre de commission médicale de 2 fédérations internationales de sport de combat. Donc là aussi, j'ai des projets d'éducation sur la santé pour les athlètes, notamment les athlètes féminines. Aussi un gros travail d'information sur l'antidopage. Donc voilà, et puis après, je ne vous cache pas que mon mari a été très content de savoir que je remplissais pas pour un second mandat. Il vous remercie tous d'ailleurs. C'est Elodie qui va devoir répondre à ces sujets et qui répond déjà aujourd'hui par rapport à ces interrogations, ces questionnements. Est-ce que tu Qu'est-ce que tu lui souhaites? Ah bah, je lui souhaite de réussir. Après, elle sait que si elle a besoin, à mon téléphone, donc elle sait que si elle a une question sur un sujet, il n'y a pas de problème. C'est une autre, c'est un autre profil, hein, c'est une autre vibe, j'allais dire, Élodie, par rapport à toi. Oui, complètement. Mmh. C'est pour ça qu'on se complétait bien. OK et toi, est-ce que tu saurais me dire, d'après toi, quels sont les plus grands défis qu'attend la profession pour ces prochaines années? C'est une bonne question, ça. Et le plus grand défi, avec ce qu'on attend comme résultat, qui était déjà en cours, sur la formation continue obligatoire aussi, si le Conseil d'État, nous dit que nous sommes encore une fois dans notre bon droit, Mmh. la prochaine étape, c'est quand même, d'envisager que le ministère de la santé, nous mette au moins un pied, dans la case profession de santé. C'est-à-dire qu'après, ce sera assez compliqué de nous reconnaître une formation continue obligatoire calée sur des professions de santé, mais de nous laisser dans ce flou artistique. On le voit quand Charlène et Elodie ont fait le voyage de presse au Danemark. Quand elles sont venues, elles ont rapporté que les Danoises étaient exactement dans la même situation que nous. Bien qu'ils aient été reconnus, ils avaient ce flou, voilà, un coup vous y êtes, un coup vous n'y êtes pas, avec être décriés par les autres professions de santé. Dès l'instant où l'État a acté, maintenant le chiro au Danemark, il est professionnel de santé, tout s'est arrêté en fait, puisqu'ils se sont retrouvés intégrés, on va dire, dans ce qui est l'équivalent pour nous de nos livres de santé publique. Donc, on sait qu'en France, on a beaucoup de corporatisme, on sait il y a beaucoup de peur. On sait aussi que ça, c'est aussi entretenu par le fait que l'état du système de santé en France, la rémunération de nos collègues professionnels de santé, n'est pas toujours très juste. Maintenant, il n'empêche qu'on est en droit de réclamer un statut ferme et définitif, puisque on, on répond à toutes les contraintes administratives, éthiques, déontologiques, financière d'un professionnel de santé. Donc à un moment, à chaque fois, on grimpe une marche qui nous entraîne un peu plus vers le passage de cette ligne qu'on attend tous et que j'espère on verra arriver d'ici les 3 à 6 prochaines années. Il y a quand même eu des avancées, hein, ces 10 dernières années sur la profession et ça, c'est aussi beaucoup parce qu'on a un discours qui est très carré, très appuyé sur les preuves. On a toujours un discours qui est très carré. Mon prédécesseur, Philippe Fleuriot, a toujours tenu une ligne directrice basée sur les preuves et les faits. On n'a jamais été pleurnichard, on ne s'est jamais victimisé et on a toujours été ouvert au dialogue. Et ça, c'est quelque chose qui est assez reposant parce que bon,
Pas s'imaginer qu'au ministère de la Santé, ils ont que le dossier chiro à gérer. Sur les règles professionnelles, par exemple, que l'on leur réclame, on sait qu'on n'est pas dans les 5 premiers. Il y a d'autres professions de santé qui réclament ces règles professionnelles, qui n'ont rien à voir avec un ordre. Tu penses à quel... Les ergothérapeutes, les psychomotriciens, par exemple. D'accord. Mais en revanche, avoir une structure qui intègre un code de déontologie, un code éthique, et qui s'appuie sur les ARS, puisque c'est elles qui nous donnent, à la fin de notre cursus, notre droit d'usage du titre et qui nous donne notre numéro ADELI, bientôt RPPS, ça prendrait du sens, en fait, d'avoir une commission et d'avoir un peu, comme on a voté aussi une échelle de sanctions, en AG, d'avoir une espèce de même système en fonction des litiges et de comment la commission va décider que ce litige entre un patient et un chiropracteur doit être géré. Donc pour toi, obtenir des règles professionnelles pour la profession, ce serait un des plus grands défis? Ça fait partie du défi global, en fait. Bien, obtenir des règles professionnelles, c'est aussi montrer la maturité de notre profession, puisqu'on les demande, et on est comme d'autres professions de santé à demander. C'est nous qui sommes en demande de dire à l'État, écoutez, voilà, on arrive à un niveau plateau, la prochaine étape, c'est voilà, on veut se structurer parce que on veut pouvoir protéger et garantir la sécurité des soins aux usagers. Mais on veut également pouvoir, quand il y en a un qui fait un pas de travers, soit on lui fait un rappel à l'ordre simple. Si ça va pas, on monte un peu dans l'échelle de sanctions. Après, à déterminer, c'est toujours pareil, à déterminer c'est quoi le plus léger, c'est quoi la plus lourde sanction. Mais à un moment donné, le fait d'avoir ça posé quelque part, c'est sécurisant pour les chiros, et certains chiros qui sont en demande de ça, que ça veut pas dire qu'on va venir fliquer les gens. Donc c'est vraiment à prendre sa place et justifier qu'on mérite notre place en tant que thérapeute. Donc la seule chose sur laquelle on peut compter pour se différencier des autres soignants, c'est notre qualité de soins. Dans la grande majorité, tous les chiros se forment. Donc on va se dire, on n'a pas besoin d'avoir une formation obligatoire. Si, quand même, c'est intéressant de mettre ces données à jour. Après, voilà, il y en a toujours, ils n'en voient pas l'utilité, ça les saoule, ça les gonfle. Moi, j'ai toujours dit, dans un monde qui avance, si tu stagnes, tu recules. Ah, mais si on n'avance pas, on sclérose. Donc se mettre à jour, c'est vraiment essentiel. Se mettre à jour, c'est essentiel, et des fois, ça fait pas de mal. J'ai fait une formation pour réviser les notions de triage quand on a un patient qui vient et ça ressemble de l'extérieur à du trouble neuromusculo-squelettique, mais au final, c'est une problématique vasculaire. J'étais contente, j'ai eu un contenu qualitatif, et ouais, ça m'a remis un peu des trucs, des notions à jour, des données à jour, et ça permet aussi de rencontrer d'autres praticiens de santé, des professionnels de santé haute, des kinés, des ostéos, des infirmières, des sages-femmes. Et c'est aussi comme ça, en faisant des séminaires qui nous font sortir de notre sphère chiro, où on fait tomber les a priori sur notre profession. Tout à l'heure, tu parlais du jeune qui, lui, pratique différemment, et effectivement, les jeunes, je parlais à un jeune qui est en 4e année à l'IFEC, à l'école de chiropraxie, c'est un tueur. C'est un tueur, c'est incroyable. Ils ont des niveaux de connaissances en physiologie, en diagnostic, c'est du tac au tac. Mais j'ai envie de dire encore heureux. Je veux dire que moi, je trouve ça normal. Je suis sortie en 2005. Je serais vraiment très inquiète si les générations de chiro qui sortent de l'IFEC actuellement, ils avaient, entre guillemets, mon niveau de connaissance quand je suis sortie. C'est dans la nature, en fait, naturelle du truc, que les générations qui arrivent soient plus efficaces que nous, on l'était. Ça veut dire que le niveau de connaissance ne stagne pas, continue de progresser et d'évoluer en fonction des données. Ça permet aussi de ne pas tomber dans le dogmatisme ou la croyance, et de se remettre en question et de continuer à progresser et d'évoluer. Donc toi, ça fait presque 20 ans que t'es chiro. C'est ça. Est-ce que t'as jamais envie de faire autre chose? Non. Non. Qu'est-ce que tu aimes dans cette profession? Moi, j'aime parce que j'ai un peu diversifié ma pratique. J'ai une pratique en cabinet, j'ai une pratique dans le sport au niveau international, donc je voyage beaucoup.
Donc, je rencontre des gens, je découvre des nouvelles techniques, j'échange avec des kinés, des médecins, donc je trouve ça assez intéressant. Après, les histoires des patients, c'est aussi intéressant parce que peut avoir 50 sciatiques dans la journée. L'histoire qui a amené à la sciatique, elle est différente. Donc, ça permet aussi de rencontrer des gens différents, avec des cultures différentes aussi parfois. Et des fois, il y a des choses où pour nous, ça a coulé de source. Mais en fait, quand on écoute et quand on échange, on comprend que oui, mais non, en fait. C'est pas parce que chez nous, c'est fléché tout droit que c'est pareil chez le voisin. Et ça, c'est pas mal. Je comprends ce que tu dis parce que je me verrais pas recevoir un patient, il me dit j'ai mal là, et puis je le fais craquer, et puis au revoir. C'est pas ça la chiropraxie. C'est bien mieux au-delà de tout ça. On a vraiment besoin d'écouter le patient, savoir ce qu'il a et connaître aussi ses besoins et ses attentes. Ça fait partie de notre travail. C'est la dernière question que j'ai. À 1 million de carambars. Il y a eu des questions improvisées. Et cette question-là, je l'ai écrite parce que je voulais pas l'oublier. Mais évidemment, tu réponds si tu te sens. Ok, il y a eu cette dernière AG. Et il y a peut-être des membres qui auraient aimé un petit mot de ta part. Est-ce que toi, tu as envie de leur dire quelque chose? J'ai envie de leur dire que peu importe le capitaine du bateau, tant qu'on garde le cap, et qu'après, on est là juste, on passe. D'accord. Donc, c'est pas bien grave, en fait. C'est pas bien grave, hein? Non. D'accord. Il n'y a pas, si tu veux, il n'y a pas de nécessité de se dire au revoir de façon intrinsèque. En fait, je disparais pas, je reste dans la profession. Mon numéro, il est toujours sur Google. Je vais toujours faire des séminaires. Donc, c'est pas un abandon. C'est le moment de passer la main, en fait. C'est comme ça que tu le ressens? Oui, je me suis engagée pour la profession parce que j'aime ça, parce que j'ai envie de le faire. Après, voilà, quoi. C'est pas... Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Ce que je veux qu'on retienne de moi. Elle est bonne, ta question. Je pense que je veux qu'on retienne de moi, je pense que ça va être naturel. J'ai pas ma langue dans ma poche. J'ai des avis tranchés et assumés. Et assumés. Et je suis pas dans la diplomatie. Ça, je pense que personne n'ira contre cette autodescription. C'est exactement ce que j'ai retenu de toi, tu vois. Et même si je me retiens de parler, on peut lire sur mon visage que, bon, voilà, j'ai peut-être envie de donner un coup de boule. Mais je ne le dirai pas et je ne le ferai pas. Très bien. Eh bien, on va conclure sur ça. Ouais, on va conclure sur ça. Non, mais voilà, j'ai toujours été quelqu'un de très tranché. Une fois que les membres ont donné leur ligne directive, c'est le bureau, le CA qui fait son job et voilà. Très bien. Eh bien, retiendra de toi que tu es une personne franche qui ne mâche pas ses mots et qui sait garder le cap. Ça te va? Ça me va parfaitement. Bon, merci d'avoir suivi ce podcast. C'était Audrey Yarguet, ancienne présidente de l'AFC pendant 3 ans. Eh bien, à une prochaine fois. À une prochaine, Karine.